Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fête du travail à vous. Nous avons choisi de parler aujourd'hui d'une activité particulière. On dit que c'est le plus vieux métier du monde. Il s'agit de la prostitution. Prostitution où? Dans le milieu estudiantin. Nous sommes allés dans des universités pour parler de ce sujet. Pas difficile de rencontrer des jeunes filles aujourd'hui qui avouent faire de la prostitution dans le milieu universitaire. Pour quelles raisons? Elle nous parle de la précarité, de la pauvreté. Est-ce que ce sont des motivations suffisantes pour se lancer dans la prostitution? Nous allons en parler dans cette émission de la vie des enseignants. Les alentours dépravés des universités du Cameroun favorisent la déperdition estudiantine. Bienvenue dans l'Osaré, la prostitution des étudiantes, le système P. Voilà notre émission de ce soir. Bonsoir ma très chère. Ma très chère, bonsoir. Bonsoir à vous qui vous regardez sur Canal Vue International. La prostitution... C'est un petit bug de début d'émission, ma très chère. En tout cas, c'était une occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne fête du travail, peut-être parce que je ne l'ai pas fait avant. Alors, je disais tantôt, la prostitution en milieu universitaire, c'est une réalité froide. Et d'ailleurs, certains, ma très chère le soulignait encore, ils trouvent même des justificatifs. Peut-être qu'on va le constater tout au long de cette émission. Et au long de cette émission, également des cas pratiques. Aline Fomété, petite très chère, bonsoir et bonne fête. Bonsoir Clarence, bonsoir au panel et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci pour le jeu. Alors, des cas de ce soir, comment sont-ils? Bien sûr, il y en aura comme d'habitude. On va se rendre compte que c'est des étudiants prêts à tout. Des étudiants et des étudiantes. Des étudiants et des étudiantes. Donc, on ne va pas particulariser en ce qui concerne justement les étudiantes. Nos invités de ce soir, ils sont là, ils sont présents. Nous vous les présentons dans un instant. Alors, nous allons commencer par le sociologue qui est sur ce plateau, Luther Meka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de participer à cette émission qui est très éducative et qui est certainement une sorte de socialisation pour la nouvelle société que nous croyons. Absolument. Socialisation pour la nouvelle société, c'est important de le souligner. Félix Tatla-Mbedbo, qui est écrivain et qui est mon jeune ami qui a écrit ce livre, République du piment. Et donc, comme nous travaillons sur le sujet, le livre est arrivé à point nommé, simplement. Bonsoir Félix et bienvenue. Également, il est déjà passé sur ce plateau. Oui, Clarence, ça fait presque exactement 1 an que j'étais invité ici. On parlait presque de la même chose et 1 an après, j'ai pu écrire cet ouvrage qui traite de la question du piment dans la société camerounaise. Mais commençons par là. Qu'est-ce que c'est que ce piment qui est présenté dans ce livre? Oui, le concept, le piment qui est élaboré dans cet ouvrage est le thème que nous essayons de traiter aujourd'hui, mais vu différemment. Pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des étudiantes qui font la prostitution en milieu universitaire, mais personne ne vous dira, bon, la grande majorité ne vous avouera pas être des prostituées. Ça veut dire qu'il y a un système derrière qu'elles utilisent et c'est dans ce système-là qu'est caché le concept du piment. C'est-à-dire c'est une manière de vivre qui est résumée par le fait de manger, de boire et de se livrer au plaisir de la chair. Donc c'est dans ce système-là que nous nous retrouvons un peu de plus en plus. Et au courant de l'émission, j'aurai l'occasion de dire que les étudiants ne sont pas seulement les seuls dans ce système-là. Puisque quand on parle de système, il y a des organisateurs du système, il y a les pions du système, il y a beaucoup d'autres éléments qui tournent autour du système, ce qui fait en sorte qu'on appelle cela un système. Donc, on va essayer de comprendre. Très bien compris, parce que pendant qu'on parlait du chilling sur ce plateau également, on nous a dit que pour organiser le chilling a pour objectif d'appartenir au système, lequel, j'en sais rien. De toutes les façons, ce soir, nous parlons du système P, système prostitution. Ma très chère. Ça comme ça. Alors, moi, je veux m'adresser à André Luther Meka. Prostitution, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'échange de services sexuels moyennant une rémunération qui peut être certainement de l'argent, de nature ou une promotion sociale. Donc, ça va un peu plus large parce que quand vous gagnez des marchés, certainement, et que vous offrez de piment, cela est une sorte de prostitution. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à la prostitution, la prostitution sédentaire dans les rues, les rez-de-chaussée, les bars, mais c'est un peu plus vaste.
D'accord, il faut bien qu'on comprenne le langage du piment pour ceux qui ne, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que depuis, lorsqu'on parle de la République du piment, et puis vous parlez vous donnez du piment, il faut bien qu'on contextualise, voilà, oui, c'est-à-dire que ce que Félix a dit il y a un instant, voilà. Comment on le représenterait en sociologie, par exemple? Quoi? Le piment? Ben, écoutez, le piment, c'est une parabole pour parler effectivement de l'acte sexuel. C'est-à-dire ce plaisir-là. En ce moment, on ne parle pas de faire l'amour, on parle du piment parce que c'est moyennant une certaine disons qu'il y a une codification, il y a une codification du langage. On parle de piment, d'autres parlent de bière avec mousse, bière sans mousse. Ah, d'accord. Donc, certains parlent du taclage. Donc, il y a un certain nombre d'expressions de langage qui permettent de comprendre que vous êtes dans un système de prostitution. Système P. Alors, est-ce que justement la prostitution, qui est considérée comme le plus vieux métier du monde, peut-on comprendre que les étudiants s'y baignent aussi? Disons qu'il faut un recadrage. Je ne peux pas parler de prostitution en milieu universitaire, mais on peut parler quand même, n'est-ce pas, des étudiants qui font de la prostitution. Parce que quand on dit prostitution en milieu universitaire, on a l'impression qu'il y a des vastes réseaux de prostitution qui sont à l'intérieur de l'université et qui sont effectivement en exercice. Donc je pense qu'il faut... Semble-t-il que ça existe. On en a découvert quand même. Hein. On en a découvert. Oui, bon, de mémoire d'étudiants et d'enseignants, c'est très difficile de le dire parce que c'est très subtil, hein, parce que la plupart des systèmes que nous voyons, c'est les systèmes sponsors, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une jeune étudiante qui a son gare et qui trouve quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent et qui effectivement l'engraisse, la nourrit. Et la personne est en dehors de l'université dans ce cas? La personne est en dehors de l'université et parfois les rencontres se font souvent en dehors de l'université ou dans la cité. Donc c'est un peu plus subtil. Maintenant, voir des étudiantes qui font effectivement la prostitution sédentaire, c'est-à-dire des rues, des rez-de-chaussée, c'est assez difficile. Donc c'est dans les snack bars ou dans les cafés et à ce niveau-là. Alors on fait une différence entre prostitution sédentaire et prostitution quoi? Prostitution sédentaire, prostitution de luxe qui se passe dans les hôtels, la prostitution d'accompagnement où on fait des placements, vous allez en week-end et tout, après on vous rémunère. Donc vous allez voir que c'est assez subtil parce qu'il y a même effectivement une sorte de langage même dans l'habillement. Vous voyez, c'est un habillement assez extravagant, des rouges à lèvres assez vifs, vous allez voir un habillement assez très sexy et le plus souvent le regard est très incisif, hein, un sourire permanent et après on passe, n'est-ce pas, à ce que j'appelle le langage de taclage avec des mots charnels et salaces. Donc vous allez voir que dans le système de prostitution estudiantine, cela n'est pas le cas. Donc ça devient un peu plus subtil de pouvoir, n'est-ce pas, faire le repérage de ce genre de prostitution. Alors, Félix, dans la République du Piment, que j'ai eu le plaisir de parcourir, l'université au sein de, justement, cette République. Comment se présente l'université? L'université au sein de cette République parce que c'est le cœur de cible de la pratique quotidienne du piment. Et pourquoi? Parce que les jeunes filles et les jeunes garçons sont les plus représentés dans cet univers-là. Et comment ça se passe? Ça se passe de cette façon-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, une étudiante va rarement vous dire qu'elle fait de la prostitution. Mais le système du piment est autre chose. C'est un système assez codé. Par exemple, comme le professeur l'a dit, elle livre son corps à un plaisir passager ou en espérant une promotion ou un stage académique ou plus tard professionnel, mais en donnant quelque chose en échange. Elle ne prend pas l'argent en avance, mais elle donne le corps parce qu'elle sait que soit il y aura l'argent après, soit il y aura les promotions qui arriveront par la suite. Parce que la prostitution, de manière classique, c'est que tu viens dans la rue, tu négocies avec la personne, tu donnes l'argent et tu peux commettre l'acte sexuel. Mais dans le système universitaire, c'est que la jeune fille est avec celui qu'on peut appeler le sponsor ou alors le sweet daddy, parce qu'elle sait qu'elle aura quelque chose après. Et c'est ce système-là qu'on peut qualifier de pimenterie en milieu universitaire. Alors, juste pour préparer les parents qui nous regardent, si vous avez un enfant en bas âge, vous avez bien vu que c'est écrit -16.
donc de grâce. Si vous avez un enfant qui est en bas âge et qui a moins 16 ans, nous vous conseillons qu'il ne regarde pas cette émission. Voilà, c'est dit, c'est fait. Luther, la plupart des filles que nous avons rencontrées présentent leur situation précaire comme étant la motivation principale d'entrer dans la prostitution. Ça se comprend? Oui, c'est comprenable. Il y a une crise de l'emploi. Une crise de l'emploi et j'allais dire une sempiternelle attente de l'emploi qui fait en sorte que toutes les solutions qui s'ouvrent devant vous, vous y partez. Mais en amont, on ne peut pas dire nécessairement que c'est un problème d'emploi parce que il faut qu'il y ait une référence des valeurs positives. Et c'est cette référence des valeurs positives qui sont normées par la religion et par la famille qui fait en sorte que lorsque vous avez ces normes, ces valeurs, cette référence positive de la société, effectivement, vous avez la force et la puissance de pouvoir dévier la déviance. Donc, ce n'est pas seulement le problème de l'emploi qui est tout à fait important parce que quand vous êtes dans le besoin, et il faut le dire tout à fait, parce que quand vous êtes dans le besoin, vous êtes effectivement prêt à tout. Mais alors, vous avez parlé de l'emploi. Certaines disent, OK, on va à l'université, parfois on sort avec justement un emploi, mais au bout de cet emploi, on gagne 50 000, c'est ce que nous dit d'ailleurs une téléspectatrice, on gagne 50 000 ou 35 000 francs, on a un loyer à payer. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qui est posée. il faut être patient, il faut travailler. Parce que vous voyez souvent les séries américaines, même les plus grandes familles bourgeoises aux États-Unis, les enfants commencent par des stages dans les restaurants et dans les ketchup et ainsi de suite. Donc, je crois que le véritable problème aussi, c'est la mégalomanie, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir ce qui est plus que ce qu'ils devraient avoir et qui sont pressés, n'est-ce pas, d'être dans l'Eldorado social. Alors, c'était la question que posaient Ruth et Kandji. Je pense qu'on a répondu à votre question à l'entame de cette émission. Maintenant, j'ai une question avant de passer à Aline. Oui, une question certainement à Félix Tatla Betbo. Enfin, j'espère que je prononce exactement. C'est vrai que ça fait bizarre de dire Betbo. Félix, ça va aller. Voilà. Alors, le terme étudiant ou étudiante renvoie à celui qui s'applique, hein, dit-on, à apprendre quelque chose dans le cursus scolaire ou universitaire. Alors, est-ce qu'un étudiant peut s'appliquer également à apprendre la prostitution? La position, on dit que pour l'école aussi, le sociologue va me contredire si je me trompe, oui. C'est une instance aussi de socialisation, c'est-à-dire les étudiants entrent dans cet univers-là. Par exemple, vous allez voir, il y a eu des exemples comme ça, une fille qui a passé tout le lycée à être studieuse, à être brillante, elle arrive à l'université à la première année, elle est déjà tombée enceinte et les parents sont stupéfaits, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans un univers qui est autre que ce qu'elle a toujours connu. Et dans cet univers-là, c'est pour ça qu'on appelle ça univers, il y a beaucoup de monde avec chacun ses référents. Ils sont sortis des différents endroits et ils viennent à l'université chacun avec leurs aptitudes. Et comment est-ce que ça naît? Ça naît pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui y arrivent sans avoir des bases assez fortes. Et quand vous n'avez pas de base assez solide, qu'importe ce que vous allez apprendre, qu'importe le diplôme que vous allez avoir, vous allez faiblir devant certaines situations. Et devant certaines situations comme le fait de livrer son corps pour obtenir telle ou telle chose. C'est de ça qu'il est question. Alors, on va prendre notre premier cas pratique. Il s'agit de Chantal, qui a la vingtaine, qui est étudiante à l'université de Tchang, qui ne se gêne pas, Aline, pour vendre son corps dans le but de payer ses études. Voilà. Donc, Chantal a pris l'habitude d'aguicher des hommes pour obtenir de l'argent justement pour financer son écolage. Pour les avoir à l'appel, elle a consulté un marabout, comme on le dit chez nous, qui lui a donné un gris-gris sous forme de poudre. Donc Chantal a mis cette poudre dans son lait de toilette et à chaque fois qu'elle sort, c'est tout naturellement que les hommes viennent vers elle. Donc ça s'est découvert comment le pot rose a été découvert lorsque sa voisine et amie de chambre a malencontreusement utilisé son lait de toilette. Et surprise, la jeune fille, parce que cette journée-là, elle a eu beaucoup de courtisans. Voilà. Et quand elle rentre, elle lui dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, sa copine lui dit, mais est-ce que tu as utilisé mon lait de toilette? Elle va lui dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu as utilisé mon lait de toilette? Tu n'aurais pas dû utiliser mon lait de toilette. Bon, maintenant, la suite, elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle a arrangé
pour ne pas que sa camarade continue d'utiliser voilà, ce lait de toilette. Ce lait de toilette, voilà. Est-ce que ça lui est préjudiciable? Elle n'aura plus de clients, elle? Non, c'est un arrangement qui va se faire avec le marabout tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'impact. Mais elle continue d'utiliser sa poudre, tranquille. D'accord Aline, on va suivre notre premier reportage. Mesdames, Messieurs, le milieu universitaire se pimente-t-il? C'est la question que nous posons dans ce reportage. Aman Ngok, journaliste, a travaillé sur le sujet de la prostitution à l'université de Yaoundé 2, SOA. Disons que les étudiants dans les milieux que nous fréquentons, les étudiants en parlaient. Ils se plaignaient de ce que le phénomène se généralisait dans leur milieu, notamment chez leurs collègues de sexe féminin. Nous nous sommes dit il fallait qu'on en parle d'abord pour attirer d'une part l'attention de nos lecteurs et puis en second lieu pour informer qu'il y avait que la prostitution touchait aussi le milieu universitaire camerounais. Son article, il l'a intitulé « À l'université de Yaoundé 2, les étudiantes se font sucer un sein à 100 francs ». Un titre violent, surtout lorsqu'on a des oreilles chastes et pudiques. Il faut capitaliser, si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire que au même moment, on attire l'attention, mais au même moment aussi, on se donne la visibilité. Donc, il faut faire ce choix-là. Quand on fait les titres, il faut toujours se poser la question, qui est-ce qui peut acheter? Qui est-ce qui va lire? C'est ça le problème de la presse en ligne. Dans nos universités, difficile de parler de la prostitution à visage découvert. Pourtant, les commentaires des étudiants n'évitent pas le sujet. Nous sommes à l'université de Douala. J'ai suivi le commentaire de certaines filles là. Bon, une qui disait à sa camarade que j'ai pas de téléphone. J'ai mon gars qui vient de Mbenga, il m'a proposé de venir prendre un téléphone et il m'a demandé de lui faire la fellation. Bon, moi je le ferai parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un bon téléphone. Bon, quand j'ai suivi cela, je me suis dit, ces filles, vraiment ça c'est la prostitution en milieu universitaire. Parce qu'elle disait à une fille naïve. L'enrôlement, c'est par là qu'est passée celle que nous appellerons Mounia. Tout a commencé dans une boîte de nuit. J'ai fait une première rencontre avec un Mexicain dont j'étais tellement timide, j'ai refusé sa proposition. Sa proposition était laquelle? Et il me dit, est-ce que tu peux passer une nuit avec moi? Je dis non, moi je ne fais pas ça. Avec le temps, maintenant, ma copine me dit non, le monde, si c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu me vois comme ça, tu me dis je suis ceci, je suis là. J'ai de ma famille, ça se passe comme ça. Elle me met un peu et c'est comme ça que je me suis pris. Les premières tentatives ayant échoué, la jeune femme va se retrouver dans une situation d'instabilité. Maman était gravement malade, je n'avais même pas de sous. Je lui ai demandé de me prêter de l'argent et elle me dit non. Je t'ai donné un canal à suivre pour avoir de l'argent. C'est vraiment facile plus que ce mot. Pas de risque et très propre même. J'ai dit ok, c'est en ce moment où je me suis pris dans ce domaine. La précarité, voilà la raison fondamentale de la prostitution des étudiantes. Le fait que les étudiants soient diplômés et qu'à la fin de leurs études, du moins après le cycle de licence et parfois de master, qu'elles n'aient pas accès à l'emploi. Donc cette précarité expose quelques-unes à se retrouver dans la prostitution. Mounia va donc finir par se jeter à l'eau et va y prendre goût. Ça fait pratiquement 1 an et demi que mes relations sont seulement entre blancs, je ne connais pas un noir. Je les déteste pas, ils sont mes frères, mais bon, déjà quand tu commences dans ce domaine, tu as l'orgueil vient en toi seul, tu méprises les noirs. Bon, tu te dis qu'ils ne peuvent rien te donner, ils ne peuvent plus, bon, c'est comme ça. Le goût d'épices particulière est appelé dans le milieu jeune le piment. Dans son œuvre République du piment, Félix Tatlam-Bedbo parle d'un condiment qui donne du piquant au plaisir de la chair, souvent en contrepartie d'une rémunération. En fait, la prostitution a trouvé un synonyme plus assaisonné. Alors,
Alors, il y a Joseph Bomba qui nous dit que il a été délégué à l'université de Douala et les étudiants se prostituent pour avoir des notes. Voilà, donc c'est dit. Je pense qu'on va revenir également sur cet aspect-là. Luther, les étudiants se prostituent pour avoir des notes. Ça a été dit précédemment, enfin plus ou moins. Je vous assure, depuis que je suis enseignant, je relativise. Je relativise. Relativisons donc. Je relativise parce qu'effectivement, les enseignants sont parfois sujets d'harcèlement. Oui, sujet d'harcèlement parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, lorsque vous êtes enseignant et que, effectivement, vous avez un certain nombre de cours à dispenser, et notamment dans les grandes écoles et dans les facultés, vous êtes, n'est-ce pas, enclin à l'harcèlement. Je ne sais pas s'il faut appeler ça prostitution, parce que lorsque vous êtes harcelé et que à un certain moment, ça commence à être récurrent, ça devient très, très, très délicat. Alors, on a le titre de Ama Ongok dans sa publication d'il y a 2 ans. Il a titré à l'université de Yaoundé 2, les étudiantes se font sucer un sein à 100 francs CFA. Oui. Quelle est la réaction quand on a ce genre de titre? Disons que j'ai enquêté sur le phénomène, c'est tout à fait exact. Ça se passait à Fangoudon, à Soa, où j'y étais et j'ai constaté. Mais quel est donc l'objectif? On parlait de précarité tout à l'heure. Quel est l'objectif? Est-ce que... c'est pour ceux qui ont fait économiser la vente en détail, c'est-à-dire qu'on essaie de détailler un peu les offres. Parce qu'en fait, dans la prostitution, qu'est-ce qui fait la vitrine des offres? C'est effectivement un certain nombre de parties. Ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Donc, ils ont eu une idée géniale de faire des détails sur les bisous, de faire des détails sur les seins. Et il y en a qui vendent aussi les détails sur la présentation du corps en dansant. Ça, c'est l'offre des prix, c'est-à-dire c'est l'ensemble des présentoirs, de la vitrine qu'on fait dans la prostitution. Parce que quand vous voyez la batterie d'indicateurs de la prostitution, il n'y a pas seulement que l'acte sexuel. Il y en a qui vendent effectivement tout ça. Donc, ils ont détaillé cette affaire. Alors, Félix, quand on a ce titre, à l'université de Yaoundé 2, les étudiantes se font sucer un sein à 100 francs CFA. Ça répugne ou l'inverse? Les deux en même temps. Pourquoi? Parce que ça répugne, parce que dans un premier temps, elles ont dit qu'elles le font parce qu'elles veulent aider les familles et subvenir à leurs besoins. On se demande combien de fois il faut se faire sucer un sein pour pouvoir payer un livre, pour pouvoir soigner une maladie grave. Maintenant, après, le sociologue parlait de présentoir, du détail. Il y a un de nos jeunes artistes qui a chanté « Tu as combien ?» Et pourquoi? Parce que maintenant, les filles, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, ont mis sur pied une nouvelle manière de présenter le produit. Si tu veux arriver à l'acte sexuel, il faut passer par les détails. Et pour pouvoir passer par les détails, chaque partie du corps a un prix à payer. C'est les économies d'échelle. C'est-à-dire que si on dit 100 francs le sein et les gens se mettent en rang, c'est une fortune toute la journée. Mon Dieu, ma très chère. Alors, moi je vais revenir sur celle qu'on appelait Mounia. Dans le reportage, elle disait c'est un travail, enfin si je peux appeler ça travail facile et propre. Alors, quelle lecture en parlant de travail facile et propre? Non, c'est pas facile et propre. Disons que j'ai eu la chance en maîtrise de faire une enquête sur la prostitution. Le premier papier qu'on nous a donné en cours de journalisme, c'est le comportement des prostituées au marché mondial. Nous y sommes allés et effectivement, le constat que nous avons fait, c'est que la première des choses, c'est effectivement un problème socio-économique. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas de moyens, il y en a qui ont été lâchés par leur mari, il y en a dont les maris sont morts, ils ont 10 enfants et par conséquent, il y a une marraine qui les contacte et dit, et vous faites le calcul simple, c'est-à-dire vous pouvez rentrer avec 6 000, 15 000, 25 000 par jour. Quand vous prenez la calculette, ça fait une petite somme. Donc, il y en a qui ont fait des confidences, que parfois vous recevez des gens extrêmement grincheux, très sales, avec une mauvaise haleine, et vous priez le ciel que cela puisse être écourté. Et effectivement, il y a aussi des gens qui font des pratiques, quand vous arrivez, vous transpirez et tout. Donc, ce n'est pas un métier aussi
aussi propre qu'elle le dit. Et pour la petite gouverne, il y en a effectivement qui accompagnent ça avec des petites drogues, un peu de cannabis, et puis il y a une marraine de temps en temps qui te coach, il te dit quand tu rencontres telle ou telle personne, il faudrait se comporter de telle ou telle manière. Donc il y a toute une école, le jeune disait un système d'une marraine qui effectivement t'encourage et qui de temps en temps te montre comment il faut se comporter. Donc quand elle dit que c'est un métier propre, je crois qu'elle est encore naïve. Alors, Félix, dans les universités au Cameroun, qu'elles soient publiques ou privées, hein, l'expérimentation des jeux et avec le piment ne cesse de courir les rues en filles et les cités aussi. Comment cela? Oui, ça c'est un autre versant de ce problème. Pourquoi? Parce que je reviens toujours sur la notion de l'économie dans le système du piment. Parce que elles prétendent toujours dire qu'elles le font parce qu'elles veulent de l'argent. Mais dans ce que vous avez parlé du jeu avec le piment et avec les camarades à l'université, je ne vois pas à quel moment est-ce qu'il y a l'argent qui intervient. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui se retrouvent dans une chambre de la cité ou bien dans un hôtel ou bien dans un appartement privé et se livrent au plaisir du manger, du boire et du faire. Ce que je qualifie la devise de la République du piment. C'est justement dans... Mais vous avez des termes quand même, mais les jeunes ont des termes quand même un peu bizarres. Non, c'est un thème qu'on retrouve partout au Cameroun. Quand je parle du manger, quand les gens se retrouvent au Cameroun, on sait que c'est pour manger. On a vu le premier mai aujourd'hui. Avant d'arriver à l'émission, on a vu comment les bars sont remplis. C'est ça, en fait, c'est ça l'économie du piment que je représente au Cameroun. Ils sont là pour manger. Et après le manger, il faut boire. Et on ne mange pas n'importe quoi, on mange quelque chose qui est pimenté et ça vous pousse à boire quelque chose qui est glacé. Et après, ça vous pousse à aller dans des zones un peu chaudes. Les gens qui comprennent. Donc, c'est un peu ça. C'est le jeu du piment qui n'a rien à voir avec de l'argent. C'est juste pour se livrer au plaisir de la chair et pour vivre, soi-disant, sa jeunesse à fond. Et à ce moment-là, est-ce qu'on parle de prostitution encore? On ne peut pas parler de prostitution. C'est pour ça que le piment vient un peu comme un concept qui puisse intégrer en fait tout ça. La jeune étudiante qui a parlé tout à l'heure que c'est un métier propre, peut-être elle le dit naïvement, mais en pensant justement que c'est propre parce qu'elle n'est pas dans la rue, elle ne se salit pas, elle n'est pas dans les zones où les gens viennent uriner et peut-être le Mexicain l'amène faire un peu des courses, elle est dans la voiture et quand elle rentre on lui donne assez d'argent, elle pense que c'est propre. Donc il y a une notion de la saleté spirituelle qui est au-delà de ça, et même sociale qu'elle ne peut pas arriver à comprendre parce que si tu as réussi à te frayer ce genre de chemin, je ne sais pas quelle image tu pourras projeter demain qui puisse effacer ce que tu as fait. C'est important de souligner. C'est important de souligner que dans ces partous, parce qu'en fait c'est ça, il y a également des gens qui ont des moyens, qui se donnent des rendez-vous ponctuels avec la redistribution de l'argent. Et là, ça devient la prostitution. C'est-à-dire qu'on renouvelle les partenaires, on copte des gens et à chaque fin d'année, Saint-Sylvestre, c'est un exemple, on distribue 100 000 francs. Alors, juste pour le préciser, vous pouvez participer à l'émission en nous écrivant sur notre page Facebook / dans le Saré. Et on a plusieurs messages d'ailleurs qui nous sont parvenus depuis que nous avons publié le thème. Il y a Basile Manga. Vous avez dit chacun en quelques secondes ce que vous pensez de ces opinions ou de ces questions. De nos jours, les diplômés ne pensent qu'à être employés, mais ne pensent pas qu'ils peuvent être employeurs en créant des associations entre eux, à devenir des start-up. Beaucoup de milliardaires américains ont fait fortune dans l'agriculture et l'élevage, appliquer ces études de comptabilité, de mécanique à plusieurs secteurs d'activité nous sera bénéfique. Donc ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes, comme Aline va nous présenter un cas tout à l'heure, devraient peut-être penser à s'investir. Nous dit Basile Manga. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui fait problème? C'est la cupidité et l'envie d'avoir l'argent immédiatement et de façon prompte. Parce qu'à la vérité, créer un call box n'est pas mauvais. Faire, n'est-ce pas, la vente à la criée des produits de téléphonie mobile, comme on en recrute des jeunes, n'est pas aussi mauvais. Donc, c'est le fait, effectivement, des gens qui ne voudraient pas prendre du temps pour travailler. Et parlant même de l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'investissent dans des start-up, dans l'agriculture, qui commencent déjà à s'investir là-dessus. Et c'est cette culture du travail, de la patience, de la semence qu'on doit apprendre aux jeunes
pour que cela ne soit pas effectivement, comme ils ont l'habitude de dire, la la la. Réussir ou réussir, ça c'est Lutson Goodluck qui nous dit que le cas du Cameroun n'est pas particulier parce que ici en Europe, lui il se trouve en Europe, c'est aussi le chemin emprunté par plusieurs étudiantes, noires, blanches, jaunes, etc. Pour réussir à tout prix, nous dit-il. Mais quel nombre atteint le bout du tunnel? C'est sa question, parce que la majorité est toujours rattrapée par la réalité. Est-ce que, Félix, vous avez étudié ce pan de la question ou pas du tout? Je vais répondre, c'est presque la même question que la précédente. Et je vais répondre à cette question par la première, en disant que le jeune qui parle, qui demande aux autres d'être des employeurs et de se lancer dans les startups, c'est vrai, mais si tout le monde ne peut pas être employeur en même temps, il faut toujours des employeurs et des employés, mais il faut que cette culture de l'entreprise de soi puisse être relayée et puisse être véhiculée. Pourquoi? Parce que je le dis dans l'ouvrage, il y a une certaine éducation au Cameroun qui se dirige plus vers l'éducation du corps que de l'éducation de l'esprit. C'est pour cela que vous vous rendez compte que les jeunes, plus ils grandissent, plus ils deviennent habiles à tout ce qu'ils peuvent faire avec leur corps plutôt qu'avec leur esprit. Je m'explique. Les jeunes filles, aujourd'hui, elles se livrent à cela, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours fait croire que tout ce qu'elles ont, ou bien tout ce qu'elles possèdent, c'est leur corps. Et elles font donc de leur corps un objet de beauté et de rentabilité. Et il faut toujours que le corps soit beau. C'est pour ça que vous allez voir un nouveau phénomène qui est en train de naître qu'on appelle le Jansan. C'est encore un code. Elles le font pourquoi? Parce qu'elles veulent être vues, elles veulent faire la publicité du corps et c'est cela qui va amener des clients et c'est ça qui va créer de la rentabilité. Or, elles éduquent le corps mais en minimisant l'esprit. Or, c'est avec l'esprit qu'on peut créer tout ça. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un système. Pourquoi? Parce que c'est aussi ceux qui sont au pouvoir, que ce soit le pouvoir académique ou politique, qui maintiennent les jeunes affamés pour qu'ils continuent de se prostituer. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt d'avoir une jeunesse qui est capable de raisonner et créer une masse critique qui pourrait plus tard questionner leur gouvernement. Bon, alors, juste, on va prendre le deuxième reportage. On pose d'abord la question à Aline avant d'y aller. On a Pierre qui dit qu'il connaît plusieurs étudiantes à soi qui le font. Il peut même les citer. Non, on n'a pas besoin que vous citiez les noms. Beaucoup de jeunes filles pensent que vendre leur corps donne le bien-être. C'est ce que nous dit Onana Pierre. Vous n'avez pas besoin de les citer, monsieur Onana. Alors, Aline Miller est un jeune étudiant de 21 ans qui a une autre approche. Oui, Miller, lui, mais pareil que les jeunes filles, lui, il a pris l'habitude d'aller avec des femmes plus âgées, qui sont socialement, enfin, qui ont un travail qui leur permet de vivre aisément et même au-dessus de la moyenne générale. Ceci pour financer ses sorties avec... parce que lui, il n'a pas de problème de payer son écolage, non. Mais c'est pour financer ses sorties avec ses amis et pour gérer sa petite. Alors, on va prendre notre deuxième reportage, prostitution des étudiantes, la pratique ou la mécanique. Reportage. Nous avons enregistré cette jeune femme lorsqu'elle était en année licence. Nous l'appellerons Mamie, représentante d'une marque de boissons. Je dois aller à l'école à 17 h, rentrer à 21 h ou directement passer au travail parce qu'on me donne la permission. Dans les normes, le travail commence à 20 h. Mais quand je finis tard au cours, c'est 21 h. Donc j'ai juste le temps de rentrer, prendre une douche et repasser directement au travail. Généralement, quand je vais au travail à 21 h, j'arrête à 2 h, 3 h du matin. Temps pour moi de rentrer, me reposer, me lever le matin, avoir le temps de réviser et repartir à l'école. Pour en arriver là, Mamie, 23 ans, a été poussée dans la vie active sans orientation. Il fallait qu'elle s'en sorte. À un certain moment, chez nous, tu es grand, il faut t'occuper de tes frères, peu importe ce que tu fais, que tu aies une activité ou pas. Tu dois déjà subvenir aux besoins de tes petits frères, parfois tes parents en demandent et c'est pas toujours très facile. Et tes parents ont demandé quelque chose? Oui, déjà, on ne demande pas concrètement parce que tu arrives à un niveau où tu ne reçois plus d'argent baigné, tu dois payer ton transport pour aller à l'école, tu n'as pas d'activité, tu es obligé de te lancer dans certains trucs pas bien. Déjà, c'était mon cas. Mamie a commencé très jeune. Au secondaire, elle entame sa démarche dans le milieu de la prostitution.
En seconde, déjà, ça n'allait pas. Mais après ça, je me suis ressaisie. En seconde, j'ai travaillé comme serveuse. Oui, j'ai servi dans des snacks pour pouvoir assurer mon transport, mon nécessaire en tant que fille déjà. Mais j'ai arrêté et puis ça a recommencé en première année à l'université. Ce que gagne la jeune étudiante oscille entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Tout dépend des désirs des clients. Les désirs des clients, Mounia s'y connaît. Moi, je ne fais pas histoire partout, je ne fais pas la sodo. Ce sont des choses qui coûtent tellement cher que des filles prennent même 200 000. Eh oui. Mais moi, je ne fais pas ça. Mais je peux être assistant. Et aussi ce qu'on appelle assistant, quoi. Tu as ton mec, tu appelles des filles pour venir coucher avec ton mec. Toi, tu es là, tu regardes. Après, tu les files de l'argent. Et oui, donc ça dépend. Et oui. Ça. Je ne sais toujours pas combien c'est. La partouze, celle qui ne prend pas beaucoup, peut prendre 100 000. La sodo, ce sont les trucs que les filles ne font pas. On en trouve peu de filles qui sont dedans et celles qui prennent petit, elles peuvent demander même 180 000, 200 000. Mounia refuse donc certaines pratiques, mais valorise ses tarifs. Au début, j'avais pris 60 000, mais maintenant, si tu n'as pas moins de 120 000, je ne t'accepte pas. Et tout se fait par téléphone, c'est comme ça. Maintenant, c'est plus, je fais plus avant, quand j'étais nouvelle dans le domaine, c'était histoire bac de nuit. On appelle ça embarquement, on embarque le blanc. Maintenant, si le blanc, je suis en boîte, il vient vers moi, je lui file mon contact. Après, je lui dis, tu m'appelles une autre fois pour que je suis venue pour danser. Donc, Cécile, qu'est-ce que je peux dire quand tu décides de faire un truc, fais ça de manière propre et un peu stricte, quoi. Parce que même le métier, si tu es menuisier, valorise ton métier. Si je n'ai pas dit que c'est mon métier, tu la valorises et bon, tu auras de l'argent. Ces jeunes femmes déclarent ne pas faire de la prostitution parce qu'elles n'attendent pas leurs clients dans la rue. Aujourd'hui, le numérique aidant, les rencontres se font sur les réseaux sociaux. Moi, c'était du genre, je restais chez moi, on m'appelait. On m'écrivait sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Bon, on me disait ça se passe comment que d'aller me positionner dehors, comme certaines filles. Je ne fais pas ça. On peut dire que j'étais luxe, quoi. Une pute de luxe. Avec préservatif, ça peut être soit 30 000 ou 35. Sans préservatif, là, ça augmente soit 50, soit 80, 95 ou 90. Les étudiants camerounais sont évalués à au moins 500 000. Mais difficile de savoir quel est le taux de ceux qui pratiquent la prostitution. Nous n'avons pas trouvé d'études scientifiques à ce sujet. Alors, il y a Boris Vladimir. Je ne sais pas si en ce moment, Amon Ngok est en train de nous regarder, auquel cas il nous enverrait peut-être un message. Alors, Boris Vladimir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est étudiant à soi depuis 5 ans. Et l'affaire des seins à 100 francs est fausse et n'a jamais existé. Ce n'est qu'une anecdote. Donc, ce que Vladimir, Boris veut nous dire, c'est que Armand, qui a été enquêté sur le terrain, a menti dans son reportage. Ce dont je doute, enfin, j'en sais rien. Je pense que d'ici la fin de l'émission, Armand va répondre, enfin, pas besoin même, parce qu'il a enquêté sur le sujet et c'est lui qui révèle l'affaire. Bon. Voilà, donc, Luther, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passait, effectivement? Ben, écoutez, vous rencontrez une jeune fille et puis vous faites cette affaire, donc vous vous mettez à sucer. Et puis, moi, j'ai posé des questions. Il paraît que c'était des filles d'expression beaucoup plus anglaise. Donc, alors, ce n'est pas juste une anecdote, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Et je crois que le préfet du Fond de l'époque a arrêté ça. Alors, on a parlé des gains, vous avez peut-être suivi également, comme on l'a dit, la pratique ou la mécanique. Les gains qui oscillent entre 20 000 et 200 000 francs, et tout dépend donc des désirs des clients, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle est la lecture qu'on fait de ce type de témoignage, Félix? C'est que nous sommes véritablement dans ce qu'on appelle
et ce qu'on a voulu appeler la République du piment, c'est-à-dire dans cette sorte de société où les gens ne se cachent plus pour faire certaines choses et des choses qui étaient prohibées il y a un peu plus longtemps sont maintenant vécues avec autant de fierté. Il y a des filles qui vont vous le dire que est-ce que c'est le lait qu'elles vous donnent. Elles le font parce que, et elles assument. Et elles en font un mode de vie, un style de vie. Et elles se caractérisent même. Vous allez voir des filles s'appeler panthère noire, panthère dundé, piment ceci, piment cela. Parce qu'elles assument leur statut. Et elles vont le faire peut-être pour justifier un état de manque. Que je continue à dire un manque spirituel, parce que si vous avez un état d'esprit assez élevé, il y a des choses assez basses que vous ne pouvez pas assumer en public. La question peut-être après ça, c'est est-ce que nous sommes dans une société en déliquescence? Peut-être c'est... Non, après ma très chère. Non, je vais déjà aller dans ce sens-là et demander la présence du piment maintenant dans la musique et dans la danse. Oui, c'est assez probant. Pourquoi? Parce que ça vous montre en fait dans la musique populaire la course vers ce que j'ai appelé le piment dans la musique, dans la bouche des artistes. Pourquoi? Parce que si vous prenez en 2016 les 10 meilleures musiques, dont les plus populaires au Cameroun. Pas les meilleures, mais les plus populaires. Les Camerounais vous diront que c'est les meilleures parce qu'elles sont populaires. Or, si vous prenez 10 de ces musiques, vous verrez qu'il y a 8, pour ne pas dire 8 et demi, qui traitent du piment. Et pourquoi ces artistes courent vers ce code du piment? C'est parce qu'ils ont l'impression que c'est ce que la société attend d'eux. Et ils le font parce qu'ils pensent qu'en faisant une musique assez pimentée, ça va passer, même si au fond la musique n'est pas belle, même si elle n'est pas bien écrite. Et dans cette musique, vous allez voir comment est-ce que la société représente la femme. Et vous allez comprendre pourquoi les jeunes filles se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent rien faire d'autre que d'assumer ce qu'elles sont. En venant aujourd'hui, j'étais assis dans un bar, j'écoutais de la musique. Il y a un artiste qui dit que j'ai envie de coller, quitte sur mes choses. Quitte sur les choses. Un autre va vous dire, même si c'est ta tante, colle les bêtises. Un autre viendra vous dire que... en fait, vous voyez comment est-ce qu'on traite la femme et comment est-ce que les jeunes filles se présentent dans ces musiques-là, dans les vidéos de ces musiques. Vous voyez comment elles sont mises à nu, elles sont dénudées, elles sont traitées comme du n'importe quoi. Tout à l'heure, vous voyez comment je me suis coiffée. Je venais dans un salon de coiffure qui venait d'ouvrir et le gars a mis la musique, et toujours des musiques pimentées pour attirer des clients. Et il a mis ses servantes là derrière, dehors, pour danser et attirer l'attention. Vous voyez des jeunes filles qui ne touchent même pas un salaire, je veux dire un salaire conséquent, mais on les met encore sous le soleil pour danser, pour exposer leur corps, pour pouvoir attirer les clients. La pinopisation. Et si vous allez dans d'autres services comme les bars ou les restaurants, il faut voir encore comment est-ce qu'on traite ces filles. Vous verrez que le statut de la femme au Cameroun n'est pas vraiment respecté. Alors, André Luther-Meka, dans le reportage, elles disent qu'elles ne se considèrent pas comme des prostituées parce qu'elles n'attendent pas leurs clients, enfin, dans la rue. Que leur répondez-vous? Non, mais je crois qu'on a défini la prostitution, qui est l'échange sexuel moyennant de l'argent et rémunération. Donc vous le dites, non? Vous êtes des prostituées? Non, ce sont des prostituées, de luxe, notamment des prostituées dans des hôtels. Mais il y a un certain nombre de déblayages que je voudrais faire. Et je dis, c'est une innovation. Ils sont en train d'innover parce qu'ils font des offres de marché. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de sectionner les offres. Si vous voulez la fellation, vous donnez telle somme. Vous voulez la sodo, vous donnez telle somme. Vous voulez ceci, la partouze, vous donnez telle somme. Donc, on est dans la vente au détail. Et selon effectivement le vice. Et cela est dû à quoi? En fait, c'est qu'il y a des gens dans la psychologie, des gens qui ont sauté des étapes et qui, à un certain moment, deviennent riches et ils sont dans des fantasmes. Et dans ces fantasmes, ils mettent de l'argent pour faire tout genre de plaisir. Et le plus souvent, on ne peut pas le faire aussi par rapport à madame. Donc, ça devient la sexualité à la commande. Et on essaye, n'est-ce pas, de faire ces actes prostitutionnels comme si on faisait un jeu. Tu dis, bon, tu fais la commande, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et au-delà des fantasmes, elle juge le prix
à payer par rapport à ça. Donc, c'est pratiquement un marché déjà avec des offres tout à fait alors, une dernière question peut-être, oui. ma très chère. Avant la dernière question, je vais juste lire les questions des téléspectateurs. Vous avez à chaque fois quelques secondes pour répondre. Il y a Petro Harry Njo, je pense qu'il doit être étudiant, qui dit qu'on braque les armes sur les étudiantes prostituées et on couvre les adeptes, il veut dire, ceux qui poussent celles-là à se prostituer. Oui. Monsieur, il vous a appelé socialiste, hein, Luther, donc sociologue, évoque, il a raison, ou même couvre le corps enseignant qui sont certainement trempés, dissimulés, cela... donc, comme pour dire que Luther a essayé de dissimuler tout cela dans le harcèlement. Donc, vous couvrez vos collègues? Non, je ne couvre pas les collègues. J'ai été étudiant, effectivement. En tant qu'étudiant, j'ai cru effectivement qu'il y a ces problèmes de prostitution avec les enseignants. Mais j'ai eu la chance d'être étudiant et d'être enseignant à l'université. Et j'ai constaté un autre mystère, c'est-à-dire un réseau, effectivement, de harcèlement des filles qui sont prêtes à tout. Ce qui n'allait pas le cas de la prostitution. Alors, on a Freddy Hébert Ndimba Moulium qui nous dit que on doit prendre le problème à revers, un peu comme ce que nous dit Petro, et qui nous dit... on voit seulement les filles prostituées, mais d'un autre côté, il y a ces hommes qui vont vers ces prostituées. Comment donc éduquer, donc décourager les hommes à cette activité? Donc lui prône plutôt pour le découragement des hommes qui vont vers ces jeunes étudiantes. Comment le faire? Est-ce que c'est possible, Félix? Oui, par exemple, je ne sais pas si on peut voir la couverture de cet ouvrage. Quand j'avais mis l'escarpin sur la couverture, on a pensé que j'étais en train de tirer à boulet rouge sur les femmes. Mais quand j'ai essayé d'expliquer que si l'escarpin, puisque c'est une chaussure assez chère, est mise en avant, c'est parce qu'il y a des personnes derrière qui financent cela. Et ces personnes, ce sont des gens qui sont installés sur les différents postes de pouvoir dans notre société, que ce soit le pouvoir académique, et qui encouragent donc religieux. cette République du piment. Ils n'encouragent pas, mais ils mettent le système sur pied. Ils mettent le système sur pied de telle sorte que la fille monte ou elle descend, comme on le dit chez nous, elle va se retrouver coincée dans ce système-là et elle va céder obligatoirement. Alors, donc, la question de Jean Kadhafi Mboua Noum a déjà trouvé réponse. Lui poser la question de savoir à qui profite le phénomène, donc à qui profite le crime, finalement. La question... Clarence, on ne peut pas laisser passer en disant qu'il y a un système des hommes de pouvoir qui mettent en place. Qu'est-ce qu'on doit dire? Mais je vous dis que nous sommes dedans, nous avons fait des enquêtes. C'est un problème de pauvreté. Parce qu'il faut le dire, c'est un problème de pauvreté. Il y a même la transhumance, c'est-à-dire que vous quittez du village, vous arrivez en ville, vous n'avez aucun repère et vous êtes coopté par un réseau qui vous dit, ben, écoute, vous allez commencer là. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Nkané ici, tout un village de prostituées. C'était pas le système. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord des références de valeurs et une brigade des mœurs, parce qu'elle existe. Oui, on va revenir dessus après la question et après le troisième reportage. Il va d'ailleurs dans le même sens, parce qu'il parlait des actes de prostitution en milieu universitaire ou ailleurs même. Est-ce qu'ils sont symptomatiques justement, enfin, vous en parliez déjà tout à l'heure, d'une société qui souffre d'un mal-être? Oui, il y a une crise d'autorité étatique. J'appelle ça le modèle de tolérance. Parce qu'effectivement, il y a une licence sexuelle qui amène à croire qu'il n'y a plus une autorité, il n'y a plus, n'est-ce pas, une morale, une éthique sociétale de société. Et c'est en cela que je dis qu'il est important de tracer véritablement des références positives sur lesquelles les socles familiales devaient se poser. Et là aussi, j'interroge la famille. Parce qu'il est quand même important pour un parent de suivre l'éducation de sa fille, de son garçon, et de pouvoir suivre à l'université. Parce qu'il y a des parents, quand on envoie à l'université, c'est l'abandonnisme. Oui. Le professeur Lucien Combou disait que ce n'est pas parce qu'on a envoyé un enfant à l'école qu'on abandonne, ce n'est pas l'abandonnisme. Alors, il y a plusieurs téléspectateurs, justement, qui ont fait cette observation. Une fois les étudiantes, certaines étudiantes arrivées à l'université sont abandonnées à elles-mêmes, donc elles ne savent plus à quel sens se vouer, et puis finalement se retrouvent peut-être dans des chemins un peu sinueux ou tortueux. Ma très chère, le dernier reportage. Et bien sûr, donc, comment faire pour limiter, ne serait-ce qu'en ce qui concerne ces actes de prostitution, les risques d'enrôlement? On va être édifié sur la question. Mamie et Mounia contribuent aux besoins de leur famille. On va me dire, bon, il faut payer la ménagère, il faut s'occuper de certaines factures.
tu ne vas pas dire que tu n'as pas assez, parce qu'on te voit bien habillé, on te voit bien coiffé, tu as de grands téléphones, donc on se dit que tu es suffisamment prête. On se dit que ça va pour toi, mais tu ne vas pas entrer dans les détails pour dire que ça ne va pas. Tu ne vas pas raconter toutes les conneries que tu fais pour que ça aille. Ma mère me dit souvent que je suis le pilier de la famille, déjà que je suis l'unique fille dans la famille et je réponds à leurs besoins. J'envoie mes 2 petits frères à l'école. Ma fille est fréquente, c'est vrai, son père s'occupe parfaitement de sa fille. J'ai pu faire ma formation, je trouve. Et j'aide mes grands frères, déjà mes grands frères sont déjà bien positionnés grâce à moi. Si la première a perdu sa maman lorsqu'elle était toute petite, la deuxième fait la fierté de sa génitrice. Quand on n'a pas sa mère, on est privé de beaucoup de choses. Comme on le dit souvent, on ne remplace pas une maman. Oui, donc je me disais si j'avais ma mère, je passerais par certaines situations. Elle se battrait pour moi aussi, comme d'autres personnes. Mais je n'ai pas eu cette chance-là, donc je dois apprendre de moi-même, grandir de moi-même. Au quartier, j'ai pas mal d'intrigues, moi je m'en fous. On dit à ta mère, ta fille est devenue ceci. C'est la honte vu ce que je réalise, vu ce que je fais. C'est la honte, certains parents, ils lancent des propos à ma mère. J'ai traîné plusieurs parents au tribunal, ils ont dit que vous n'avez même pas d'argent. Ils ont décidé de pourrir même votre vie, je pourris même votre vie. Même avec le commissaire là que vous avez pris, je couche avec lui et puis vous allez voir comment mon dossier va passer. Si c'est ce que vous voulez dire, oui, je peux passer n'importe où. Pas derrière leurs propres enfants, les propres filles viennent vers moi derrière. Je dis non, je ne peux pas t'aider. Parce que quand tu te places devant la faute, tu m'insultes. J'aimerais que tu dis cela devant la faute. Des enfants qui prennent en charge leurs parents, quelle que soit l'origine de leurs revenus, on se croirait dans un monde à l'envers. Et pourtant, la situation est bel et bien réelle. Le développement a fait que les enfants coûtent cher. Quand vous avez beaucoup d'enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut les soigner, etc., etc. Et vous n'avez pas assez d'argent pour le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants n'auront pas la possibilité d'aller très loin à l'école et ils seront donc de la chair à prostitution. Et voilà, c'est pourquoi on voit donc celles qui sont brillantes intellectuellement n'ont pas des moyens financiers pour suivre leurs études. Eh bien, elles sont parfois réduites à se vendre. Or, nous avons discuté avec une jeune femme qui est en conflit avec ses parents à cause de ses activités débauchées. Mispa a commencé par une fugue à l'âge de 18 ans. Ma grande sœur, elle ne voulait pas que je fasse certains trucs et moi je voulais faire ça. Alors, un 24 décembre, j'ai décidé de partir aux heures de 18h. J'ai décidé de partir de la maison pour aller vivre à Bonamoussadi. Je suis arrivée, on s'était assis, on buvait du whisky. Et puis il y avait des hommes à côté. Il y avait des hommes à côté. Bon, elle me dit, ces hommes que tu vois là, ils sont lourds. Ils ont de l'argent, quoi. Et ils vont t'appeler. Tu vas aller. Je dis que comment ça? Elle dit oui. Et puis maintenant, alors, quelques minutes, l'homme en question m'appelle. Il dit qu'on vient la rejoindre sur les tables. Ils nous ont demandé qu'on fait comment, on change ou on va directement. Là, j'ai demandé qu'on va directement, c'est-à-dire ma copine dit que mais c'est pas un enfant. Ils veulent nous coucher puis ils vont nous donner de l'argent. Et je demande alors que l'argent là c'est combien. Elle dit on va causer avec eux. Je dis ok, le coût c'est combien. J'ai dit 50 000 puis nous sommes allés, on a eu affaire, nous 4 en fait. Sa fugue va se transformer en prostitution. Pour qu'elle s'assagisse, Mispa a été brusquée à la réflexion. Depuis le jour on m'a pris devant une boîte de nuit et puis on a appelé mes parents, tout ça. Et en plus, on m'a mené au commissariat. Là-bas, et on m'a franchement lavé et la personne, l'origine, la fille qui a fait en sorte que je parte de la maison là, elle voulait qu'on me bat. Maintenant, mon autre soeur dit que non, si on la bat, mon frère va seulement que partir encore. Mieux, on la parle posément jusqu'à ce que le commissaire m'a donné son numéro, que si c'est qu'elle tente encore, et puis on va l'enfermer. Bon, ce que je peux dire aux jeunes filles, vraiment, je n'ai pas fait ce que j'ai fait. Parce que le dire est vraiment mauvais. Il y a tellement de sectaires, de mauvais gens. Pour les enseignants, les encablures dévergondées des universités camerounaises sont à l'origine de la facilité d'enrôlement des étudiantes dans la prostitution. Regardez nos sites universitaires.
regardez ce qui se fait autour. C'est dommage. Parce que c'est fait de sorte que vous n'avez même pas besoin d'aller loin pour trouver le bar et le dancing, etc. Tout est le site. Alors que normalement, si on avait pensé, les sites devaient être bien isolés. C'est-à-dire de manière à ce que les commerçants qui veulent vendre leurs choses ne soient pas contigus. Parfois, c'est le mur qui sépare le bar qui donne de la musique pendant que les étudiants sont au cours. Le club éthique, aujourd'hui pointé du doigt, aurait épuisé ses moyens. La seule voie de recours étant l'appel à l'éducation des enfants par leurs parents. Dans les universités, c'est vrai que les enseignants et les enseignantes sont des éducateurs, mais l'éducation, c'est d'abord à la maison. Si à la maison, on n'a pas reçu un certain nombre de valeurs, il est clair que, quels que soient les efforts de sensibilisation qu'on va faire au niveau de l'université, on n'aura pas de résultats. Le problème, c'est où est implantée l'université, qui sont les personnes qui autorisent à ouvrir ces snacks tout autour de l'université. Donc, quelque part, l'État est plus ou moins complice de ce qui se passe. La prostitution en milieu universitaire a pour corollaire la transmission des notes par voie sexuelle ou financière. Comment donc diminuer les risques de recrutement des étudiantes et même des étudiants dans la prostitution? La question mérite réflexion. Alors, plusieurs réactions à la suite de ce reportage. Azo Francis qui demande si on néglige la responsabilité des adultes. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Justement, les adultes doivent être responsables. C'est ce qui a été dit, je pense. Dino Douglas Pimba qui nous dit que Angwaekele, c'est la magie, nous dit-il. Il vit habillé Massi, mais dit-il, ce qu'il voit en Angwaekele, c'est ce qu'il appelle la magie. Terrano, l'événementiel, nous dit qu'il a dirigé un cabaret de striptease à Yaoundé et qu'en vérité, c'est le manque de moyens financiers qui pousse les femmes à se prostituer et qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont cadres d'entreprise, qui sont des femmes politiques ou femmes d'affaires, qui fuient des prostituées, dit-il, il en connaît. Et si on veut, il peut les citer. On n'a pas besoin que vous les citiez, mais je pense que c'est toujours bon à savoir. Mais est-ce que c'est un référentiel qui compte? Ce n'est pas un référentiel. Nous allons marteler qu'effectivement, il faudrait qu'on soit une société d'éthique et de morale. Parce que, comme vous pouvez le constater, la prostitution est interdite au Cameroun et dans plusieurs sociétés. On ne peut pas effectivement être dans la licence sexuelle, vendre des services sexuels, la sexualité à la commande et dire effectivement qu'on est propre et qu'on a grandi et qu'on a eu une promotion sociale. Et il faut reconnaître également qu'il y a, au-delà de la saleté du métier, il y a la saleté spirituelle, il y a la saleté sociale. Et ce genre, n'est-ce pas, de choses rattrape toujours. Donc il est important qu'il y ait un référent de vie. Et à l'université, comme on dit des facultés, c'est facultatif. Il faudrait que les autorités universitaires reprennent l'université en main pour que ce soit vraiment un temple, comme disait le professeur de Kola. Parce que l'université est un temple de savoir. Et on ne peut pas faire le savoir dans la saleté. Donc il faudrait que ce soit véritablement un temple. Et que le corps soit aussi effectivement en adéquation avec ce temple, puisque le corps est le temple du Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas le lieu d'apprentissage de la prostitution. Le lieu d'enrôlement, parce que pas d'apprentissage. C'est un peu ça qui me gêne, parce que ce n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est un enrôlement. Et quand on parlait effectivement de l'orientation, que tous ces snack bars, ils sont à la recherche effectivement de la clientèle. Parce qu'effectivement, les hommes d'affaires recherchent la masse. On va dire qu'ils sont responsables, comme on le disait dans le reportage, de la déperdition estudiantine. Ils sont effectivement, pour une part, responsables de la débauche, parce qu'il y a effectivement des auberges, des hôtels, des snacks. Et vous savez que l'excitant même aussi de du sexe, c'est l'alcool. C'est-à-dire qu'il faut 1, 2, 3, 4 bières et une conso, comme on dit, et puis c'est parti. Alors, peut-être un adepte de la République du Piment, je ne sais pas si Félix le reconnaîtra, Tommy Atlas qui dit du grand n'importe quoi, votre débat. Vous croyez que toutes les étudiantes font ça, n'importe quoi? Est-ce qu'on l'a dit? Elle ne peut pas toutes le faire.
Elle ne peut pas tout le faire, sauf qu'on déplore qu'il y a parmi celles qui le font, des personnes assez excellentes qui pourraient être un moyen de développement pour le Cameroun de demain. Donc on reproche à ces filles-là de savoir que ce n'est pas leur destinée là où elles sont et de sortir de cette caserne-là pour pouvoir représenter la personne véritable qu'elles sont censées être. Et alors, le recadrage qu'on a fait, en fait, c'est que ce sont des étudiantes et des étudiants en recherche de revenus, de survie, qui exercent dans la prostitution, pas au sein de l'université, aux alentours ou dans les milieux feutrés. Alors, donc, justement, faire de la prostitution, faire de la prostitution pour répondre aux besoins de sa famille, est-ce que ça se justifie? C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure de référents. Le professeur parlait de brigade de mœurs, mais ça m'aide encore à revenir sur le sujet des personnes qui dirigent notre société, que ce soit dans le domaine privé, c'est-à-dire à la maison, comme dans le domaine public, que ce soit dans les institutions, l'État et tout. Donc, pourquoi à la maison? On a dit tout à l'heure que l'émission interdit aux enfants de 16 ans. Mais je parie qu'il y a des enfants de 14 et 15 ans qui nous regardent et qui se moquent de nous. Il y avait des parents de qui vous vous moquez. On a 15 ans et on sait déjà faire des choses que les adultes ne savent pas faire du tout. Pourquoi? Parce que les parents sont à la maison, ils sont préoccupés par autre chose. À naviguer sur Internet, à regarder les feuilletons ou à discuter avec la voisine et en laissant l'enfant en train de grandir sans être éduqué. C'est pour ça que j'ai pris une image dans mon ouvrage que j'ai qualifié de le piment dans le jardin de nos enfants. Pourquoi? Parce que quand vous laisser l'enfant grandir sans cultiver son jardin, sans y planter les meilleurs arbres qui vont produire les meilleurs fruits, le piment va s'implanter directement parce qu'il est facile à s'y implanter. Mais Félix, justement dans l'œuvre, vous dites que le piment, on n'en parle pas justement, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas avec les enfants. C'est un sujet tabou, c'est la raison pour laquelle il y a des parents qui se retrouvent à la maison et cherchent leurs enfants, ils ne trouvent pas et après ils sont étonnés de savoir que leurs enfants étaient dans des zones pas très compliqué. Dans des pimenteries. J'ai fait une enquête journalistique à CIFI International sur la sexualité des ados. Et j'ai constaté effectivement que dans cette sexualité, elle commence dans les grandes villes à 12-13 ans. Et je me suis interrogé, qu'est-ce qui amène les jeunes? En fait, c'est les films pornographiques. C'est-à-dire que quand les parents dorment, ils observent les images sans volume et ils partent expérimenter cela avec leurs petits copains. Et j'ai eu la chance que des jeunes de 12-13 ans m'ont mis dans un réseau et ils ont commencé à expliquer comment ils le pratiquent le plus souvent. Donc, il n'y a pas aussi que les parents, il y a les médias parce que nous sommes en télévision, on vous bombarde un film avec des scènes extrêmement sexuellement dures. Lorsque nous sommes avec nos enfants, on est un peu gêné et à ce moment-là, on zappe. Donc, il y a aussi cette programmation. Oui, le problème de programmation, nous en avons parlé d'ailleurs dans cette émission avec l'écho, un peu comme ce que nous avons placé. Il y a, juste pour terminer, on a terminé cette émission, je vais prendre quelques témoignages. Quelques réactions. Destin Ken qui nous dit qu'il faudrait traiter le problème dans le fond. Semble-t-il, on ne l'a pas fait. Depuis, vous parlez juste de la forme. Faudrait vous demander comment elles vivent. On l'a fait, Destin. Demandez-vous si les enfants de familles aisées se prostituent, à quel pourcentage entre l'école qui coûte cher, les factures, les maladies et la nutrition, nous sommes dans un système où elles n'ont pas le choix, dit-il. Donc, elles n'ont pas le choix. Luther, on a répondu à cette question. On a toujours le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas prendre une dernière réaction. Je pense que là, on a tout. On ne peut pas lire toutes vos réactions. Merci d'avoir contribué, chers téléspectateurs. Vous pouvez regarder l'émission en podcast sur notre chaîne YouTube dès demain soir. Voilà, cette émission sera sur notre chaîne YouTube dans le Saré dès demain soir. Merci, ma très chère. Merci et merci à tous nos invités d'ailleurs aussi. Merci à vous qui nous regardez sur Canal International. Merci, messieurs. Félix et Luther. C'est un plaisir toujours d'être entouré de très belles femmes. Aline. Je vous en prie, à lundi prochain très certainement. Alors, on se quitte avec cette République du piment de Félix Tatla-Mbedbo que vous pouvez retrouver dans les librairies. Voilà, disons-le simplement comme ça. Merci de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir.
Shari na ta chai na uda de ba no na de no ka ma ke na na bi ne ba